Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode. Vous allez voir, il est un peu spécial celui-là. J'espère que ça va vous plaire. On y a mis beaucoup de cœur et d'énergie avec mon invité. On a voulu aborder un thème qui, je pense, parle à tout le monde, le thème de la productivité, ou plutôt de la gestion des priorités. Parce que souvent, on confond plein de choses, il y a plein d'idées reçues. Déjà, l'une des premières qu'on aborde au début de l'épisode, c'est qu'en fait, l'organisation, c'est quelque chose d'inné. Alors que non, en fait, ça prend et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans le cadre de cet épisode. On a été aussi beaucoup contre des injonctions, notamment que les femmes se mettent en se disant je dois tout gérer, ce qui est naturellement totalement impossible. Mais au-delà de ça, ce que j'ai apprécié, c'est que mon invitée, Florie, qui est la fondatrice de My Blueprint, eh bien, nous a vraiment donné un panel de conseils, mais hyper concrets, vous allez voir, actionnables au quotidien pour nous aider dans notre gestion des priorités. On a aussi parlé de concentration, comment réussir dans un monde où on est interrompu en permanence, où on est surstimulé par nos téléphones, mais pas que par les notifications, par des personnes autour de nous, par des appels en permanence. Bref, comment est-ce qu'on fait pour réussir à rester concentré dans un environnement où en fait on est surstimulé. Et puis on a aussi parlé de repos, parce que contre l'idée reçue, là aussi, le repos, figurez-vous, en fait, aide à la productivité. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est pour ça qu'on a voulu aborder le sujet. On a fait cet épisode avec Florie à l'occasion du lancement de notre planeur, que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a co-créé ensemble. J'en suis très très fière. Je veux pas faire de la vente ici, c'est pas ça, mais juste pour vous dire que je suis très fière. Et donc si vous aimez mon travail et si vous aimez ce que fait aussi Florie, si vous appréciez cette conversation, allez y jeter un tour. C'est un outil qui a été pensé pour vous aider à vous organiser au quotidien et puis surtout à vous aider à reprioriser. Le planeur est en pré-vente et est donc disponible à un tarif préférentiel, alors profitez-en. Mais allez, je me tais maintenant, je laisse place à ma conversation avec Florie de My Blueprint. Salut Florie. Salut Pauline. Bon, on rigole bien parce que depuis tout à l'heure, tu m'as dit, mais en fait, Pauline Agneau est quelqu'un de complètement normal, qui gère beaucoup de choses à l'arrache, et c'est tout à fait vrai, et c'est le cas aujourd'hui, tu vois. Oui. Donc, nous sommes en train d'enregistrer dans mon appartement en Suisse cet épisode, et je suis hyper contente. Et je n'avais pas de caméra, donc on a pris une webcam, et ça va très bien le faire. Tout à fait. Voilà. Écoute, Florie, je suis enchantée d'être avec toi. Donc, je veux bien qu'on commence pour les personnes qui te connaissent pas encore, par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet de la productivité, de la gestion du temps. Ok. Alors, je me présente. Comment est-ce que tu veux que je me présente? Parce que je sais pas parfois mais c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, tu vois. Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi cette question, c'est qu'il faut que tu nous dises, toi, comment tu te définis. Alors, je me définis comme une fille qui aime le soleil, qui aime aller à la plage, et qui a beaucoup de casquettes dans sa vie. Voilà. Mais je mets pas l'emphase sur une casquette en particulier parce que ça varie en fonction, en fait, des saisons de vie. En ce moment, je suis entrepreneur, beaucoup. Je suis aussi maman, solo. Je suis fiancée en devenir. Bravo. Je suis aussi une sœur, une fille, une cousine. Enfin voilà, j'ai plein de casquettes. Je vis à La Réunion, ça c'est important de le dire quand même. D'où le soleil. D'où le soleil. Je viens de Corse, d'où le soleil, et je suis native d'Aix-en-Provence, d'où le soleil aussi. Voilà. Donc ça, au moins quelqu'un avec une certaine cohérence. Oui, voilà, je suis alignée. Voilà. Depuis le début. Bon, et la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, Florie, c'est que tu t'es beaucoup spécialisée depuis maintenant quelques années sur les sujets de la gestion du temps. Oui. Qui est un sujet qui moi aussi me parle beaucoup parce que j'ai aussi beaucoup de casquettes et comme tu peux le voir, je galère aussi comme tout le monde, il faut quand même le dire. Mais je trouve que tu as vraiment fait un travail remarquable avec ton entreprise My Blueprint d'aider en fait, de vulgariser plein de concepts autour de l'organisation et donner aussi des outils concrets comme des planners, comme celui qu'on a fait ensemble, mais de manière générale, en fait, tu donnes énormément de contenu et de conseils. Alors peut-être la première question, avant qu'on rentre vraiment dans les conseils concrets sur la productivité, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ces sujets de gestion du temps? Pourquoi est-ce que tu t'es lancée là-dedans? Eh bien, tu sais que c'est la question que je me suis posée quand j'étais dans l'avion tout à l'heure. Je me suis dit, elle va me demander pourquoi le temps, et je sais pas quoi répondre vraiment. Donc, j'ai réfléchi pas mal et je me suis rendu compte que ma vie, mon parcours, a fait que le moment où je me suis retrouvée vraiment moi et où j'ai commencé à faire des choix from scratch, c'est-à-dire qu'il y avait plus rien dans ma vie, que j'ai recommencé de zéro, eh ben je me suis rendu compte que je m'en voulais énormément parce que j'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Et je pense qu'inconsciemment, c'est ça qui a dicté la suite. Le fait de créer un planeur qui était vraiment un outil de planification, bien entendu, c'était lié au temps aussi. Mais je pense qu'il y a eu une espèce de culpabilité pendant un moment
sur le fait d'avoir perdu du temps, des années dans des choses qui n'étaient pas moi, dans un travail qui ne me faisait pas forcément rêver, et que du coup ça a enclenché comme un petit sablier, et je me suis dit ok, ce temps est précieux et maintenant je dois l'utiliser à bon escient, et donc du coup j'en ai fait un métier. C'est un beau pourquoi. Non, mais c'est vrai. Oui. Et on discutait tout à l'heure quand on déjeunait ensemble de tout ce que t'as fait avant la création de My Blueprint, et c'est assez impressionnant, effectivement. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, finalement, tu répondais beaucoup à des opportunités, plus que tu prenais le contrôle, finalement, d'une certaine manière de ta vie. Et comme tu étais forte dans ton travail, en fait, tu te laissais un peu porter. Et le problème, c'est ça aussi, les gens qui sont bons dans ce qu'ils font, les fameux bons élèves, je donne tout le temps cet exemple du syndrome du bon élève. En fait, ils ont pas vraiment le contrôle, quoi, parce qu'en fait, ils se laissent porter par des gens qui leur disent quoi faire. Et ce que je trouve génial, c'est que du coup, toi, à un moment donné, t'as dit stop, et t'as pris le contrôle. J'ai dit stop, et puis la vie a fait que ça m'a stoppé aussi. Tu vois, je pense qu'il y a eu un peu des deux quand même, faut être vrai. Et ça m'a en tout cas aidé comme je suis repartie de zéro, j'avais la liberté et le choix de tout faire. Et ça a vraiment été avec le recul. Sur le coup, je disais pas ça, mais avec le recul, je me suis dit, j'aurais pas pu rêver mieux en fait, tu vois, pour reprendre le contrôle de ce temps-là et vraiment l'utiliser comme moi j'avais envie de le faire en fait. Alors maintenant, tu donnes énormément de conseils sur tes réseaux sociaux, donc My Blueprint, et puis aussi via tes formations sur la productivité, la gestion du temps. Et il y a donc plein de questions que j'ai envie de te poser. C'est un sujet qui me passionne aussi, il est pas facile. Oui. La première, c'est déjà, quelles sont les grandes idées reçues fausses que tu observes autour de toi, notamment sur des entrepreneurs, mais pas que, une maman, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, sur cette notion d'organisation et de gestion du temps? Alors, il y en a plusieurs. Donc, comme je te disais à midi, ce qui est vrai, c'est que moi, je travaille principalement avec des femmes. Il y a déjà un état d'esprit qu'il faut vraiment retravailler sur la gestion du temps qui est là pour les femmes. C'est le fait de, je suis une femme, je suis censée savoir faire. Tout faire. Ah oui, ça, c'est quelque chose qui est tellement là que on dirait que les femmes pensent que dans leur ADN, il y a l'option organisation. Et que du coup, si tu sais pas, en tant que femme, c'est que t'es pas bonne dans ton rôle, tu vois. Et ça, c'est super dur. T'es pas bonne en tant que femme. T'es pas bonne en tant que femme, mais c'est super dur. Ça remet en cause ta nature. Ouais. Mais il n'y a pas d'option dans l'ADN d'organisation. Il y a des gens qui ont un don d'organisation, qui sont doués, comme il y a des gens qui chantent bien, qui dansent bien, ce que tu veux. Ouais, et puis c'est aussi assez culturel, honnêtement. Je pense que t'as des mamans et des papas qui t'apprennent ou pas. Qui éduquent, mais et qui ont une tendance à être un peu carrés, voilà. Mais ça s'apprend. Donc déjà, il y a cette idée reçue de si je suis une femme, je suis censée savoir faire et être organisée. Et si je sais pas faire, c'est de ma faute. Ça, déjà, c'est waouh, incroyable. Deuxième chose que j'observe beaucoup surtout en France, parce que du coup c'est là qu'on vit, c'est le fait que productivité, c'est souvent lié à des horaires, à une masse de travail que tu vas faire, mais c'est pas lié à de l'efficacité. Donc moi, quand je commence à parler de productivité, j'arrive en disant, ok, être productif pour moi, c'est faire mieux en moins de temps. C'est littéralement le nom de ma formation, et je suis complètement d'accord avec toi. Ça. Et du coup, tu vois, c'est quelque chose de tout bête. Ça te paraît simple, mais en fait, ça l'est pas. Parce que en France, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ce principe-là de productivité, comme par exemple le présentéisme. Tu fais des horaires 8h, 19h, et puis là, tu bosses. Par contre, si tu fais 8h, 14h, tu bosses pas. C'est faux. J'ai une phrase que je dis beaucoup à mes équipes, si elles nous écoutent d'ailleurs, je leur fais un petit coucou, mais c'est, en fait, au final, moi je dis tout le temps à mes collaborateurs, je m'en fiche du temps que vous passez sur quelque chose, que je veux c'est du résultat. On veut de l'efficacité, et à la rigueur, tant mieux si jamais vous mettez qu'une heure à faire quelque chose, mais c'est good for you, quoi. Ça veut dire que vous arrivez à être plus productif, plus efficace. C'est ça, mais sauf qu'en France, si tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que aujourd'hui, je suis capable de faire un boulot de 2 ou 3 personnes faciles. Mais si je travaillais pour une boîte et que j'étais par exemple à mi-temps, bien sûr, je serais payée beaucoup moins, mais je serais plus efficace qu'une personne à temps plein, mais tu serais payée beaucoup moins. Tu vois, et ça c'est quelque chose quand même, c'est dur parce que tu dis, on met pas en avant le fait qu'il faut être efficace dans le travail, on met en avant le fait qu'il faut être présent. Ouais. Donc c'est... Il y a un certain nombre d'heures. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est un peu waouh. Ça. Autre chose qui ressort beaucoup maintenant dans les accompagnements sur la gestion du temps, c'est la concentration. Ça devient de plus en plus difficile pour les gens de se concentrer. Ah, c'est intéressant. Et moi qui aime bien tous les sujets liés aux écrans, etc., je suis beaucoup l'actualité. Et en fait, ça va juste avec une
une manière de vivre qui crescendo, qui fait qu'on perd cette capacité à se concentrer, etc. Et dans le travail, ça se ressent énormément, mais ça se ressent dans le travail comme ça se ressent dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, en fait. Et donc, le fait est que les gens n'arrivent plus à se concentrer. Et le problème, c'est que si tu n'arrives pas à te concentrer suffisamment longtemps, tu es pas efficace. Et si tu es pas efficace, tu es pas productif. Et si tu es pas productif, bah, toujours pareil, en fait. Donc, il y a ce sujet de la concentration, qui vient de plus en plus. Et ça, c'est important parce on en reparlera tout à l'heure, si tu veux bien. Je veux bien qu'on fasse un focus dessus. Je trouve ça très intéressant. Mais merci, je te laisse continuer. Donc ça, voilà. Et ça, après, il y a des méthodes, etc. Donc, il faut réapprendre à se concentrer. Ça, c'est important. Après, sur la gestion du temps global, que ce soit homme ou femme, il y a une notion aussi qui n'est pas mise en avant parce qu'on pense toujours que la gestion du temps, c'est des méthodes, de la productivité, et puis c'est tout. Tu vois, on te donne une méthode, tu fais plus et c'est cool. On parle jamais trop de dire non, dire stop, mettre des limites et mettre un cadre. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je travaille. Et c'est pour ça que je dis toujours, la gestion du temps, quand je fais une formation, je dis, le dernier module, c'est lié à la productivité. Je vous apprends des méthodes et vous allez cartonner et ça sera super. Mais avant, il faut juste retravailler tout votre état d'esprit qui est lié à ça. Et c'est vraiment ça le point de départ. Et en fait, je crois que c'est vraiment une base, c'est que on sait plus dire non. On sait plus mettre de cadre ou de limites. Et du coup, ça devient, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on priorise plus rien. Donc, tout est au même niveau. C'est urgent, c'est important, c'est pas urgent, c'est pas important. On met tout ensemble, on fait un panier, puis on essaie de gérer la vie comme ça. Donc, on gère le travail comme ça, mais on gère aussi les enfants, le mari, tu vois, tout, les amis. Et puis, on fait en sorte que ça marche. Tu sais, tu mets tous les dés, et puis tu jettes, et puis, sauf que non, en fait, il faut prioriser. Et je crois que c'est vraiment un travail à refaire, apprendre aux gens à dire non, tu peux pas tout mettre dans le même sac. Il faut vraiment trier ce que tu dois faire parce qu'il y a des choses c'est important, il y a d'autres c'est urgent, mais après il y a beaucoup de choses faut que tu enlèves. Et ce travail de priorisation et du coup d'apprendre à dire non, c'est un vrai travail en fait. Et c'est vraiment du coaching, de la formation parce que c'est pas évident aujourd'hui de dire non. Et de prioriser, de pas mettre tout au même niveau. Oui. Je pense que l'un des sujets, moi, que j'observe beaucoup, c'est que les gens qui veulent bien faire, en fait, veulent tout prioriser. Et du coup, au-delà de la priorisation, finalement, mettre un même niveau d'importance à chaque chose, tu vois, à la réussite de leur compte Instagram, à la réussite de l'éducation de leurs enfants, à la réussite tu vois, du fait que je fasse du sport, par exemple, tous les jours, ou même au niveau du travail, en fait, dans plein de tâches, tout pareil. Et malheureusement, je crois que c'est impossible. Ça marche pas. Et il y a aussi une autre chose, tu vois, au début, quand je faisais mes formations, je parlais toujours, et puis dans le planeur, il y a la roue du bilan, et je disais toujours aux gens, soyez équilibrés. Et puis je me suis rendu compte que ça voulait rien dire, soyez équilibrés. Parce que cette roue du bilan, quand tu l'as fait, tu te rends compte que tu peux pas avoir le même niveau au niveau de tes finances, par exemple, ton sport, ta famille, ton travail, etc. Parce que t'es pas Dieu, tu crées pas des heures dans une journée, c'est pas vrai en fait, tu vois. Et au début, je disais soyez équilibrés, essayez de faire en sorte que tout roule, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ça que je veux dire aux gens, il faut harmoniser. C'est-à-dire que faut être OK avec le fait que, comme tu dis, tu priorises. Si ta priorité en ce moment, c'est ta carrière, donne-toi à fond. Et puis si demain c'est tes enfants, donne-toi à fond avec tes enfants. Mais si tu le sais, que t'es aligné à ça, c'est OK en fait. Et c'est ça une bonne gestion du temps, c'est vraiment faire un bilan, savoir ce sur quoi je veux travailler, ce que je veux mettre en avant dans ma vie, et puis j'y vais à fond. Et le but, c'est d'arriver à faire en sorte que, même si je donne beaucoup de temps à mon travail parce que c'est ce que j'ai envie de pousser dans ma vie en ce moment, il faut que le reste ça marche aussi. Et c'est ça vraiment bien géré, tu vois. Moi, c'est vraiment ce à quoi j'essaie d'amener les gens aujourd'hui, c'est de dire, c'est quoi tes priorités? Qu'est-ce que toi tu veux atteindre dans ta vie, là où tu en es aujourd'hui? Fais en sorte qu'après, on va mettre une organisation autour pour que ça marche, quoi. Et puis, demain, quand tu auras changé de priorité, on mettra une organisation, tu vois. C'est une manière de penser. Et puis, du coup, voilà, après 2-3 méthodes, tu deviens efficace et puis c'est bon, ça roule. Mais je suis d'accord, et ça paraît basique quand on le dit comme ça, mais tu vois, même nous deux, on en a parlé quand même déjà suffisamment. En fait, si t'as pas ça en permanence à l'esprit, tu le perds et tu oublies. Et c'est pour ça que moi je crois beaucoup à ces outils comme le planeur et tout ce qu'on essaie de faire ensemble. C'est finalement, c'est tellement facile d'être happé par la vie, par des personnes extérieures qui vont te dire que si ça c'est ultra prioritaire, par un problème en fait qui surgit. Enfin moi je t'ai raconté ce matin, j'ai eu une matinée pourrie parce que en gros j'ai eu que des problèmes. Et même moi, si tu veux, alors que j'essaie d'avoir cette conscience en permanence, je me dis, du coup ça me tombe dessus, ça remonte, c'est prioritaire. Alors que non, la vérité,
c'est pas si prioritaire que ça. Non. Et donc je trouve qu'avoir des éléments, et c'est pour ça que personnellement je crois beaucoup au planeur, c'est avoir un outil concret, physique, palpable. En fait, ça te ramène, ça te réancre, quoi. Ça te réancre. Parce que la vie est assez dure, mais en permanence, elle t'envoie, en fait, des signaux contradictoires. Et ce que fait le planeur, du coup, c'est vrai que, comme tu le sors de ta tête et que tu l'écris, en fait, déjà, tu prends une distance. Et en fait, c'est souvent cette distance qu'on n'arrive pas à avoir. C'est vrai. Et moi, c'est ce que je vois quand, tu vois, je fais mes formations, c'est que les femmes n'arrivent pas à avoir cette distance-là. Ouais. Donc, je suis là pour leur dire, OK. Et rien que le fait de commencer à me le raconter, parfois, elles se disent, mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je fais, en fait? Et en fait, elles font le job toutes seules. Mais il faut le sortir, et il faut le dire, et il faut le verbaliser, il faut le matérialiser. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base. Mais aujourd'hui aussi, dans notre manière de vivre, on dématérialise plus beaucoup. Et puis il y a trop de vertus sur l'écriture, etc. Ça, peut-être on en parlera plus tard. Mais du coup, c'est pas la même chose quand tu écris que quand tu tapes sur ton tel. Et donc, du coup, tu vois, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il faut en faire un petit rituel aussi. Il faut en faire un rituel. Et ce qui vraiment est important de se dire, c'est que une fois que tu as compris comment ça fonctionne, la gestion du temps, les méthodes, quand tu mets 2-3 outils en main dans ta vie que tu utilises et que tu en fais des rituels, des routines, après ça devient une manière de penser. Ton cerveau, il se calibre comme ça. Et c'est vrai que, moi, c'est mon métier, tu vois, je suis experte là-dedans, donc c'est facile. Mais c'est vrai que je fais des plans en 2 minutes dans ma tête, tu vois. Moi, je planifie tout. C'est fatigant pour certains, parfois, parce que je suis très... Du coup, allez, on y va, on fait ça, ça marche. Mais en fait, mon cerveau, c'est calibré comme ça. Je dis pas que ça a que des vertus, parfois il faut l'arrêter le cerveau mais en tout cas c'est une manière de faire les choses et au plus tu l'as fait, au plus tu l'automatises. Oui, ça devient ça devient naturel. Donc mais ça s'apprend au départ. J'ai bien aimé d'ailleurs ce que tu as dit et tu me l'as dit tout à l'heure quand on parlait, tu me disais mais ce que les gens perdent de vue c'est être organisé, ça s'apprend. Oui. Et je pense que ça c'est très juste. Et c'est vrai qu'en fait, on pense qu'il y a des gens qui sont juste naturellement doués. Il y en a peut-être, mais c'est pas grave. Ça s'appprend quand même. Oui, tu vois. c'est ça. Et au final, du coup, il faut juste y passer un peu de temps. Oui. Mais par contre, une fois que tu as la bonne base, en gros, tu l'as quand même. Et puis, ce que je dis, moi, quand on finit la formation, je dis maintenant, vous avez la base. En fait, ça marche pour toute la vie. Vous n'avez pas besoin de revenir dans un mois ou dans un an ou dans 2 ans, vous refaire former. Vous avez les outils de base. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas de date de péremption, ces outils. C'est clair. Donc, tu utilises ça toute ta vie. Après, si tu as besoin, à un moment donné, d'avoir un petit refresh parce que t'arrives plus à trop, tu vois, prendre de la distance ou que tu veux aller encore plus loin parce qu'on peut toujours approfondir une méthode. Il y a toujours des choses à creuser. Mais une fois que tu l'as, tu l'as. Le problème, c'est qu'on l'apprend pas à l'école. Heureusement que tu es là. Je voulais aborder maintenant le sujet de la concentration. Tu l'as évoqué tout à l'heure et c'est vrai que je pense que c'est un vrai sujet, c'est le mal du siècle. C'est facile de donner la faute à Instagram, machin, tout ça. Oui. Mais c'est quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui on est interrompu sans cesse, beaucoup plus qu'avant. On s'interrompt sans cesse. Moi j'ai des personnes parfois qui me suivent sur les réseaux, j'imagine que ça t'arrive aussi, qui me disent « Je n'arrive pas à lire un livre plus de 10 minutes. Je n'arrive pas à rester assis. » Des personnes qui me disent « Je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à lire. J'ai besoin en permanence de faire quelque chose, de consommer. » Et ce qui est fou, c'est que je trouve que souvent, c'est pas en plus des choses dans lesquelles on est productif. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'illusion de la productivité, mais en fait, on se contente de scroller sur Instagram, passer à droite. C'est comme du zapping, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du zapping de la vie, mais on zappe sa vie, quoi. Et donc, bref, du coup, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des conseils concrets que tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent, qui sentent qu'ils peuvent avoir ce sujet? Déjà, peut-être comment est-ce qu'on identifie, tu vois, qu'on a besoin d'apprendre à moins se faire interrompre et mieux se concentrer? Alors, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi sur ce sujet parce qu'il y a plein d'études qui sortent en ce moment et en tout cas moi ce que j'écoute et ce que j'essaie de faire mettre en pratique quand on fait les formations, c'est déjà tu vois, il y a des critères directs. Quand tu dis que tu es pas capable de lire 5 minutes ou 10 minutes, c'est que là il y a quelque chose qui va pas en fait. Quand tu es pas capable de te concentrer sur une tâche et qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, tu pars dans autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est des indicateurs, tu vois, il y a une petite alarme dans ton cerveau qui doit se dire, OK, là, je fais comment? Je me permets de t'interrompre 2 secondes parce que je pense qu'il y a des personnes aussi parfois qui ont des symptômes d'une maladie aussi, tu vois, de troubles de l'attention. Donc ça, c'est un autre sujet qui est séparé et qu'il faut traiter d'ailleurs et qui est pas facile à vivre sincèrement dans un monde professionnel. Mais on va dire que si par exemple, par le passé, quelqu'un n'avait pas de trouble et qui voit une évolution, c'est là qu'il faut s'attaquer au problème. Oui, on rentre pas dans tu vois, les personnes. Et puis,
Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui vont dire j'ai des troubles de l'attention. Mais c'était pas une maladie au départ. Et c'est ça qui... Et ça se développe, je pense. Ça se développe. Et après, bon, les études l'expliquent bien, tout ça c'est bien expliqué. On t'explique que quand tu scrolles en permanence, en fait, t'as des shots de dopamine en permanence, du coup ton cerveau s'habitue. Donc ton cerveau veut quelque chose de plaisir tout de suite maintenant. Mais en fait, ça a des conséquences catastrophiques parce que ça veut dire que t'es plus capable d'affronter la difficulté. Et donc la concentration dans une tâche, c'est ça, c'est que tu te mets devant une tâche et tu commences. Mais qu'elle soit facile ou pas, tu l'as fait ta tâche. Sauf que les gens, comme ils ont l'habitude de ces shots de dopamine en permanence, je fais une grosse généralité, mais c'est comme ça que ça fonctionne. T'as l'habitude que ce soit facile, que ce soit rapide, efficace, tu vois. Et du coup, tu commences une tâche, oh non, ça marche pas, je fais autre chose. Ça amène quoi? On perd... Et ça amène beaucoup de procrastination. Et la procrastination, c'est le super mot de l'époque. Tout le monde dit je procrastine. Donc la procrastination, il n'y a pas 50 sources, hein. C'est soit t'as peur, soit tu sais pas comment faire, c'est flou, donc t'y vas pas. Ou soit, en fait, c'est que t'es plus capable de le faire parce que t'arrives pas à te concentrer et tout ce qui devient difficile, tu le mets de côté. Mais c'est pas la réalité de la vie, ça. Parce que si dès que ça devient difficile, t'arrêtes, du coup, on fait plus rien maintenant. Et je fais des grosses généralités, mais pour montrer, en fait, aux gens, voilà où on en arrive à la fin. Donc, parfois, on pense que c'est juste, c'est bizarre que j'arrive pas à passer 5 minutes sur un bouquin. Mais voilà ce que ça peut amener à la fin. Tu vois, ton espèce d'effet papillon, ton effet cumulé, voilà ce qu'il entraîne à la fin. Ça veut dire que tu seras plus capable d'affronter la difficulté. Et donc, par exemple, des choses qui marchent super bien pour aider à se reconcentrer. Donc, bon, il y a des gens qui méditent, des choses comme ça. Moi, j'ai fait une masterclass sur le repos il y a pas longtemps. J'ai expliqué aux gens comment vous reposez, en fait. Déjà, de se reposer, c'est apprendre à rien faire ou à faire des choses qui te font du bien, mais c'est des activités. Donc, c'est des activités. Le repos, c'est pas que dormir, déjà, faut savoir. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, pour moi-même, repos, c'est dormir. Ouais. Le repos, non, il y a dormir, tu vois, genre la nuit, tu dors vraiment, et là, tout se repose. Se reposer, c'est un autre mot. Se reposer, c'est un autre mot. Dormir, c'est dormir. Se reposer, c'est permettre à ton corps de récupérer, à tes émotions, à toi, à ton esprit de récupérer, etc. Et donc, en fait... Et tu vois, c'est drôle, je me permets d'interrompre. Oui. Tout de suite, et comme quoi, tu vois, j'ai mes problèmes moi aussi. Quand je pense me reposer, je me dis, ah oui, mais ça, c'est quand je glande. Ouais. Et c'est tu ça. vois, glander dans ma tête, c'est se reposer. Et tu fais quoi quand tu glandes? En fait, je me repose. Probablement. Mais tu vois, mais tu vois, typiquement, là, on est chez moi, je m'allonge sur mon canapé, je bouquine, je lis un magazine, je joue à des jeux vidéo. Et t'as l'impression de glander. Et j'ai l'impression de glander, mais souvent, je le fais, c'est une décision. C'est-à-dire que je sais que j'ai envie de glander, mais dans ma tête, le mot qui vient, en fait, est glander et pas me reposer. Alors qu'en fait, ce que je fais, c'est que je me repose. Tu te reposes. Et c'est ça aussi, c'est que le repos, ça fait partie de la productivité et de l'efficacité énormément. Parce que on disait à midi, on n'est pas des machines, donc on est censé se reposer pour pouvoir mieux se reconcentrer et mieux, du coup, être gagner en productivité et être efficace. Donc, du coup, quand tu te reposes, en fait, tu permets juste à ton cerveau, à ton corps de reprendre de l'énergie pour, allez hop, par exemple, une micro-sieste. Moi, je fais tout le temps ça. Micro-sieste, 15-20 minutes, c'est juste ce qu'il faut je me redonne un boost pour l'après-midi parce que j'ai un petit coup de barre, tu vois. Et donc, dans le repos, t'as les micro-siestes, ça existe quand même, mais tu as des activités qui te détendent. Il y a plein de repos. Ouais. Donc, marche, lecture. La lecture, c'est juste incroyable. Écrire. Mais il y a aussi le fait tu peux faire du sport et c'est se reposer. Parce qu'il y a des gens pour qui le repos passe par une activité physique. Ils ont besoin de repos mental, ils ont pas besoin de repos physique. Je suis d'accord. Et en fait, après, t'apprends dans le repos qu'il y a plein de repos différents. Émotionnel, physique, mental, créatif. Et donc, quand tu dis que tu glandes, lire, c'est se reposer. T'allonger sur le canapé et regarder la super vue, c'est se reposer aussi. Ouais. Et pourtant, tu dors pas, mais tu te reposes. Et t'en as besoin parce que sinon, tu peux pas être efficace comme t'es efficace. Regarder un film, c'est se reposer. Et du coup, on arrive à la limite entre les écrans et le repos. Ouais. Regarder un film, si c'est un film qui te permet de t'évader, qui te fait du bien, qui te stimule pas trop dans des émotions bizarres, etc., tu te reposes. Après, si tu me dis, Flo, moi, ma routine, c'est regarder que des films, là, je vais te dire, il faut varier, en fait, parce que le repos, c'est pas qu'une forme. Ouais. Donc, tu vois, ça peut être ça. Il y a plein de formes de repos différentes. Et, mais nous, notre repos aujourd'hui, c'est, scroller sur Instagram. Ça. Ouais.
Et donc du coup c'est pas évident parce que tu te rends compte que et ça stimule parce que comme tu l'expliquais en fait, donc il y a toutes ces études qui montrent que en gros on a ces espèces de petits shots de dopamine en permanence. Et je pense que c'est un peu comme une image, tu sais, de parents qui en permanence veulent faire jouer leurs enfants, leur proposent 150 000 activités, et donc il y a jamais de moment où on le laisse un peu comme ça dans l'herbe avec un ballon, j'en sais rien, et qui se débrouille et qui vit sa vie quoi. Et du coup, en fait, je pense qu'on est surstimulé. Oui. Mais littéralement. Et on est surstimulé parce que je te parle du téléphone parce que c'est vraiment l'objet de prédilection facile et puis que tout le monde a tout le temps en permanence. Mais la surstimulation, c'est aussi les mails, les notifications. Tu travailles dans une boîte, quelqu'un qui vient de te perturber toutes les 10 minutes pour te parler d'un truc. C'est des notifications vivantes et il faut savoir dire non. C'est pour ça qu'on parlait de, tu vois, de dire non, mettre un cadre parce que en fait, tout ça fait que tu peux pas te concentrer. Et quand on sait que notre cerveau, alors je veux pas dire de bêtises, mais on te dit entre 20 et 30 minutes pour arriver à ton niveau de concentration, mais ça veut dire que si tu as une notification toutes les 2, 5, 10 minutes, tu n'es jamais concentré dans ta journée de travail. Donc t'es jamais dans le moment où tu vas atteindre cette espèce de flow créatif et où tu deviens vraiment efficace. Et donc, du coup, t'es jamais efficace. Moi, pour te donner un exemple, souvent les gens me disent, mais comment tu fais pour faire autant de choses? Bon, déjà, en réalité, je galère quand même pas mal et je travaille beaucoup. Oui, et je glande pas tant que ça. Oui, mais je le fais quand même. Ça fait partie. Mais je te dis ça pourquoi? Parce que, par exemple, ayant beaucoup de présence sur Instagram, les réseaux et tout, les gens sont persuadés, que je suis sur mon téléphone toute la journée. Oui. La réalité, c'est que mon téléphone, à 80% du temps, il est dans mon sac, que j'ai mon téléphone en silencieux en permanence, que je n'ai pas de notification ni pour Slack, ni pour mon Instagram, ni pour LinkedIn, ni pour même WhatsApp, parce que les gens ne savent pas, et que souvent les gens me disent « Ah, mais comment tu fais si jamais il y a une urgence ?» Je leur dis « en fait, à 99% des cas, l'urgence, elle peut attendre 1 heure ou 2 que je sois en train de faire ce que je suis en train de faire. » Et c'est vrai, et d'ailleurs, pour tout te dire, j'ai parfois malheureusement des gens qui contournent mon système, qui par exemple appellent mon mari quand il y a vraiment une urgence, mais du coup ça fonctionne, tu vois. Mais du coup, je crée des barrières littéralement pour qu'on ne m'atteigne pas. C'est ça. Tu cadres en fait. Tu cadres et tu encadres, et ce que tu me racontes, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je suis une clé au téléphone. Mon entourage, je les épuise parce que c'est toujours sur silencieux. Il y a aucune notification. Il y a aucune notification. Et donc, je dis aux gens, si vous voulez me joindre, appelez-moi ou envoyez-moi un texto. Sinon, tout le reste, je ne le verrai pas. Et ma mère, hier, par exemple, tu vois, je suis chez mon esthéticienne. Et puis, ça dure longtemps. Et elle essaie de m'appeler 40 fois. Je réponds pas. Elle a appelé l'esthéticienne, tu vois, parce qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Elle me dit, tu es insupportable, tu ne réponds pas. Et est-ce que c'était vraiment urgent? Non. Non, mais c'était juste pour une info, tu vois. Bon, c'est un petit message quand même passé aux personnes qui nous écoutent, qui font ça, qui ont ces comportements de un peu harceler honnêtement des gens. Mais tu peux. Mais prenez un peu de recul et dites-vous, est-ce que vous avez besoin d'appeler 18 fois la personne maintenant? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Ça peut arriver que ça soit le cas, mais c'est malheureusement heureusement plutôt pas très souvent. Et puis les urgences, pareil, en fait, t'apprends à remettre une définition du mot urgence. Ouais. Et je pense que quand t'es entrepreneur, tout ça, c'est hyper important aussi, mais dans ta vie de tous les jours, c'est que moi, je dis toujours, ok, personne va mourir. Pour moi, l'urgence, c'est ça, en fait. L'urgence, c'est quand, tu vois, il y a quelques semaines, mon frère m'appelle, il me dit, la maison de notre voisin a explosé, il y a une fuite de gaz. Ça, c'est une urgence pour moi. Tu vois? Ça, c'est une urgence. Bon, le reste, clairement, c'est pas très urgent. Et du coup, je disais toujours à Margot, quand on travaillait ensemble, je disais, Margot, si un jour j'emploie le mot urgent, par contre, c'est que ça l'est, tu vois. Et elle me disait, un jour, je me dis, c'est urgent. Flipper un peu. Elle m'a dit, oh là là, il se passe vraiment un truc grave. Mais je pense qu'il faut remettre aussi cette notion. Tu vois, il faut rappeler un chat. Et on a perdu ça aussi dans la partie gestion du temps, productivité, tout. Tout est urgent. Mais c'est faux. Et donc, du coup, comme tout est urgent, je sais pas, moi, on perd la priorisation, on perd tout. Et ça, c'est hyper important. Donc oui, je suis comme toi sur les téléphones et c'est vraiment difficile pour les autres, pas pour moi. Et ça ne va pas s'améliorer. Donc, mais voilà, il y a la vie fait qu'on est surstimulé, quand même. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça aussi que c'est important de mettre littéralement des barrières, moi je trouve, parce que en fait on est un peu attaqué, moi je le vois comme ça en permanence. Il faut mettre des barrières, surtout quand après tu commences à avoir des activités, voilà, comme toi tu fais, quand t'es entrepreneur, tout ça, tu es obligé d'encadrer. Mais pas que, tu vois, je veux aussi dire quand même à toutes les personnes qui nous écoutent que il y a pas que les gens qui entreprennent, qui galèrent et qui ont plein de sujets, tu vois, moi je te dis, je suis pas maman, j'imagine quand t'as des enfants, pour le coup, là il y a des urgences. Ah oui. Et t'as pas le choix, et c'est très difficile, quoi. Mais en fait, c'est à chaque fois que t'ajoutes une casquette, un rôle que tu prends, c'est là où, du coup, ça devient un peu plus compliqué à chaque fois. Et donc, je dis l'entrepreneuriat, mais comme je dis la parentalité, parce que tu te rajoutes une casquette et qui amène une grosse charge
Et c'est ça qui fait que ça devient de plus en plus challengeant. Et donc, c'est vrai que le téléphone, c'est juste une manière de faire les choses qu'on a laissé. Il y a une citation que je lisais là qui disait on a créé des outils et on devient asservi par les outils parce que les outils nous servent et c'est pas nous, tu vois, on n'est pas asservi normalement. Et c'est ce qu'on en a fait. Et c'est ça qui est dommage. Et puis, tu vois, ces derniers jours, quand je suis quelque part, j'essaie d'y être vraiment. Et parfois, je me dis, ok, c'est pratique le téléphone, mais là, je suis en train de conduire, je suis pas censée téléphoner normalement. Tu vois, là, je suis en train de faire ça, je suis pas censée pouvoir faire autre chose. Alors, c'est sûr, c'est pratique d'appeler, de dire, oh, je prends un rendez-vous, je pense à ça, je vais le faire. Mais en fait, quand t'es là. T'es pas censé faire autre chose normalement. Et on a perdu ça aussi. Totalement. Et donc, pour tout ce qui est concentration, c'est dramatique. Tu sais, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai autant aimé venir déménager ici, c'est parce qu'en fait, cette vue, elle est tellement belle qu'elle se suffit à elle-même. Oui. Et qu'en réalité, ça m'a réancré au sens où parfois je regarde, donc je glande, je regarde la vue. Non, tu te reposes. Je me repose. Oui. Mais je regarde la vue et je ne fais rien d'autre. C'est ça. Et ben, c'est du repos. Et en fait, c'est génial, c'est ressourçant. Et je pense que ces moments de temps long, c'est aussi pour ça que j'apprécie comme toi les podcasts et que je pense que ce planeur et les planeurs en général, c'est des outils hyper précieux parce qu'en fait, ça te permet de te réancrer dans un temps qui est plus long, qui est plus lent. Oui. Certaines éloge de la lenteur aussi, quoi. Qu'on arrête d'être dans la réaction comme ça, précipitation en permanence. C'est ça. Donc, les conseils, c'est, si vous voyez, vous avez du mal à vous concentrer, déjà, désactivez toutes les notifications des téléphones. En fait, tout ce qui vient parasiter, mail, téléphone, tout ça, c'est très facile à faire dans le travail, dans le quotidien. Essayez d'avoir des activités de repos. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à se reposer, c'est qu'il y a un problème. C'est mauvais signe, ouais. C'est mauvais signe. Et aussi, pratiquer le sport. Le sport, c'est un super moyen d'apprendre à se concentrer. Parce que quand tu fais du sport, tu peux pas être au four et au moulin, quoi. Si t'es là et que tu dois courir, tu cours. Si tu dois jouer en équipe, tu joues en équipe. Tu peux pas penser à tout le reste, en fait. Faut que tu sois là pour prendre la balle, etc., tu vois. Et le sport, c'est tellement bon pour tout le reste aussi, mais pour la concentration, c'est magnifique. Et c'est des choses faciles à faire. Ouais. Voilà, il faut donner des choses faciles. Puis un autre truc, je sais pas si tu l'as remarqué, quand on change d'état aussi. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, donc le sport en fait partie parce que tu passes d'un état où t'as le cœur, je sais pas, à 60 pulsations minutes, 80 pulsations minutes, à 150. Et donc là, tu changes d'état. Ou quand tu dors, bon, si tu changes d'état, ou quand tu nages, parce que tout d'un coup t'es dans l'eau, la chaleur, le froid, enfin ce genre de truc, ça te crée un choc corporel qui fait que du coup c'est un peu comme si ça te remettait au carré. Et moi, tu vois, typiquement, une des autres raisons pour lesquelles j'adore être ici aussi, c'est l'eau en fait, et le fait de se mettre dans l'eau, surtout quand elle est froide. Mais là, bam, en fait, littéralement, ça me lave, ça me lave en fait de mes soucis, quoi. Ça te fait un reset. Totalement. C'est ça. Bah, c'est une forme de repos, hein. Bah, tu vois, en fait, je me repose beaucoup. En fait, Pauline Léniaud se repose, c'est ce qu'il faut. Je fais que ça. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir du podcast, mais c'est pour ça qu'elle réussit. Floris, j'ai encore une dernière question pour toi avant qu'on clôture. Je trouve ça toujours intéressant aussi de se poser la question de comment faire pour garder la motivation quand on n'a plus d'objectifs. Donc là, je saute complètement du coq à l'âne, mais j'ai fait une interview il y a pas longtemps avec Major Mouvement que j'aime beaucoup, tu sais, et il me disait, moi, en fait, je me fixe tout le temps des objectifs, je me fixe tout le temps des objectifs, notamment en termes de sport, et il va d'ailleurs assez loin là-dedans, il fait des trucs de fou. Et en fait, il a réalisé un truc, donc il a une espèce de rush, tu vois, de dopamine quand il passe la ligne d'arrivée, et après, bah, c'est les contre-coups, c'est assez connu d'ailleurs chez les coureurs notamment, quand ils ont terminé la course, bah, en fait, t'as plus rien, t'as l'impression que t'es vidé, quoi. Et du coup, comment faire? Est-ce que t'as des conseils à nous donner pour les personnes qui se fixent des objectifs et qui à un moment donné, l'ont atteint? Et n'arrivent plus en fait à être motivés, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer? En fait, c'est normal. Déjà, rien que de le savoir, ça va aider parce que souvent, comme tu dis, t'as un super objectif, tu l'as atteint et puis après, tu fais une dépression. En fait, c'est juste humain. C'est-à-dire que si tu marches que par objectif, et ce qui est très bien parce que c'est important d'avoir des objectifs pour les atteindre, il y a plusieurs choses. C'est soit t'as un gros objectif et en fait, t'as rien derrière, donc tu fais ta dépression entre guillemets. Mais déjà, pour pallier à ça, c'est que il faut que tu aies un objectif après. Donc, il faut déjà que tu aies pensé, quand tu es en train de travailler sur ton objectif A, d'en avoir un B pour pallier. Ça, c'est une solution. Moi, c'est pas celle que je préfère parce que je me dis, ça veut dire que tu t'arrêtes jamais. Et puis souvent, les gens pensent que... je l'ai écouté ce podcast-là et je regardais les commentaires. Et certains disaient, oui, mais on fait que parler des objectifs, mais on a le droit de vivre tranquillement, tu vois. Et en fait, je me dis, mais... En fait, les objectifs, ça peut être vivre tranquillement. Tu peux avoir juste un objectif de te reposer. Ouais. Ça reste un objectif, en fait. Mais c'est pas obligé de faire des trucs incroyables, tu vois. Donc, l'être humain marche par objectif, de toute manière. Donc, moi, je suis pas tant sur,
ok, t'as un objectif, faut que t'en aies un plan derrière au cas où, mais ça aide déjà. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent on dit, comme tu batailles beaucoup pour ton objectif A, eh ben forcément t'as tout donné pour y arriver. Donc quand t'arrives, t'es en mode waouh, c'est incroyable, et du coup après il y a plus rien. Mais t'as tellement tout donné pour y arriver que c'est normal que t'aies un contre-coup, parce que du coup il se passe quoi après, tu vois? Et là, t'as plusieurs possibilités. Soit t'as super idéalisé le truc et t'as des attentes incroyables, et donc forcément quand ça arrive, toi tu pensais que ça allait être feu d'artifice, monts et merveilles, et tu te rends compte qu'au final pas tant que ça. Donc là c'est encore pire. Parce que, tu vois, par exemple, tu dis, je suis venue habiter ici, etc. Mais imagine, tu serais venu habiter, tu sors du cadre de Paris, tu habites ici, et puis en fait, tu t'attendais à un feu d'artifice dans ta vie, et tu te rends compte que pas du tout. T'imagines la déception? T'as tellement misé sur cet objectif-là. Et donc, tu vois, il y a ce côté attente irréaliste qu'il faut revoir quand on se met des objectifs. Ok, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et, ok, comment est-ce que je peux, mettre des critères pour être sûr que je suis réaliste dans ce que ça va m'apporter, tu vois, que je n'idéalise pas trop le truc. C'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, tu vois, tu tombes amoureux, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ça c'était Walt Disney, mais les gens pensent que c'est toujours comme ça. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Et ben ton objectif c'est pareil. Ok, je veux l'atteindre, mais pourquoi je veux l'atteindre et qu'est-ce que ça va provoquer chez moi à la fin? Ben je pense que je vais être ceci, je vais être cela. Ok, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est réaliste? Parce que il faut garder cette notion de réalité. Et je pense que beaucoup de gens pensent que s'ils déménagent, tu vois, des grands objectifs, déménagent, changent de boulot, changent de vie, je vais aller changer, bien sûr. Et en fait, non. Parce que du coup, on en vient à la troisième chose, c'est que tes objectifs, peu importe ce qu'ils sont, il faut qu'ils soient alignés à tes valeurs. Parce que si demain, il n'y a plus d'objectifs, tu restes toi. Et toi, sans objectif, qui tu es. Et donc, il y a vraiment un lien entre ton identité et tes objectifs. Et je crois que moi, je suis une fille qui marche par objectif. Donc, j'ai coché beaucoup de rêves et d'objectifs depuis que j'ai créé mon premier planeur. Et j'en suis tellement satisfaite. Mais il y a des moments où je me dis, et si t'arrêtais un peu? Mais je suis bien avec moi-même. Donc, c'est OK, en fait. Si pendant un temps... Puis t'es pas obligée d'arrêter toute la vie. C'est ça. C'est ça aussi. C'est une saison. Mais il faut, tu vois, il y a vraiment ce lien identité. Et je crois qu'on le met beaucoup trop de côté. Donc, on se met des objectifs. Et puis, mais... Toi, tes objectifs ne te définissent pas. C'est ça. C'est comme, tu es Pauline Léniaud, tu as Gémio, tu as ton podcast, tu parles aux entrepreneurs, tu fais tes formations, mais si demain tu fais plus rien, tu restes Pauline Léniaud. Et les gens, ils ont tendance à oublier ça, que c'est pas le faire qui te définit toi. Donc il y a cette relation à l'identité qui est importante. Et la dernière chose qu'il faut quand même savoir, et ça je pense que ça va vraiment aider, parce que moi quand je l'ai su, je me suis dit, ah ben je comprends, c'est qu'on est humain. Et quand on est humain, il y a un principe en psycho qui dit que, c'est le principe hédonique, je crois, qui dit que c'est normal qu'à partir d'un moment où par exemple, demain tu veux une augmentation, et quand t'as ton augmentation, bah t'es tout content, t'as ton augmentation, du coup ta qualité de vie change, ton nouveau poste change, t'es super heureux, et puis au bout d'un moment, bah tu reviens à l'état de base. Et cet état de base, du coup, tu peux dire, c'est nul, mais en fait c'est juste humain, parce qu'en fait on est fait comme ça, et que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, l'homme, la femme, on a une tendance à revenir à notre état de base naturellement de bonheur. Et donc tu vois, ça c'est important de le savoir, parce que ça veut dire que peu importe ce que je vais accomplir, à un moment donné ça sera pas assez, parce que je suis fait d'une manière où je reviens à quand je l'avais pas, en gros, puisque ça redevient du commun. Et ça explique d'ailleurs pourquoi on entend souvent qu'il y a autant de personnalités qui soi-disant réussissent, etc., qui en réalité sont pas forcément très heureux. Non. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui fait le bonheur. Ils ont leur état de bonheur, comme tu dis, et tu peux avoir un petit pic de bonheur ponctuel, mais c'est même pas du bonheur, en fait, c'est de la jouissance, quoi. C'est de la jouissance. Et puis, tu reviens à l'état général. Mais du coup, si ton état, et tu vois, donc ça s'explique, donc tu peux vite comprendre, les objectifs, comment ça fonctionne, et tu peux comprendre l'impact que ça a. Et je pense que c'est important de le dire, parce que on parle beaucoup d'objectifs, de comment les atteindre, mais on raconte jamais ces histoires de limites. Qu'est-ce qui se passe après? Et du coup, à la fin, on en revient à ton identité. Qui tu es quand t'as tout atteint, et que si t'as plus un sur ta liste, tu vois, dans le planeur, il y a 101 rêves, mais si tu les coches tous, tes 100 rêves, après, il y a quoi? Bah, tu peux en trouver toujours d'autres. Mais qui tu es à la fin? Est-ce que t'es bien avec toi-même? Et je l'ai écouté, cet épisode avec Major Mouvement. Mais il y a aussi ce truc de mes valeurs, qui je suis. Et quand j'ai arrêté tout ça, est-ce que je suis bien avec moi-même?
Je pense qu'il faut y faire très attention. Je te dis, moi, je connais beaucoup de personnes, notamment des entrepreneurs, qui ont, par exemple, vendu leur entreprise, qui, du coup, se définissaient tellement par ça qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur identité, ils se sentent perdus, alors même qu'ils ont atteint leur objectif. Donc, c'est quand même assez fou, et c'est vrai qu'il faut en revenir à cette base, quoi. C'est qui je suis, pourquoi je fais les choses, et puis, puis se reconnaître. C'est un peu le, tu vois, le cercle vicieux, c'est qu'on passe tous par ces phases-là, parce qu'on se fait tous un peu happer, quoi. C'est normal, surtout quand t'entreprends des trucs et que t'arrives, t'es content, et puis tu mets tellement de toi dans ton entreprise que c'est une partie de toi, et c'est vrai, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Et donc ça, je pense que c'est important de le dire, que les gens le sachent. Voilà, c'est un principe psycho qui existe, quoi. Et donc, en fait, ça explique tout. Bon, Florie, le message est passé. Je te remercie 1000 fois pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Donc, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus, ils vont évidemment consulter le site My Blueprint et puis te suivre sur Insta où tu donnes plein de conseils en plus gratuitement. Enfin, franchement, c'est hyper chouette. Et puis aussi pour les personnes qui nous écoutent, la raison aussi pour laquelle on a voulu faire cet épisode ensemble, c'est quand même qu'on a décidé de collaborer. Je l'ai dit en introduction, mais malgré tout, c'est important de le rappeler parce qu'on croit toutes les deux dur comme fer, en gros, que l'organisation, ça s'apprend, que c'est pas facile, que même quand on connaît les règles, franchement, il faut se créer des garde-fous, c'est vraiment ça. Et pour moi, le planeur, en fait, c'est vraiment ça. C'est un garde-fou qui te permet de te réancrer, comme je le disais. Je sais pas toi exactement quelle est ta vision, mais tu peux nous en parler un tout petit peu plus. Et puis après, pour les personnes qui seraient intéressées, nous dire évidemment à partir de quand il est disponible et puis dans quelles conditions. Donc le planeur, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et ce que vous allez découvrir, c'est comme un coach de vie, c'est comme si vous aviez une Pauline Léniaud dans la poche ou dans le sac plutôt. Pauline et Florie là, donc t'as deux pour le prix d'une en plus. Et alors là, vous avez deux expertes, donc c'est bon. Je pense que vous après ça, c'est bon, ça ira. Qui vient te dire voilà où t'en es, voilà ce que t'as prévu, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est ce que t'as envie de vivre, est-ce que tu penses que tu vas y arriver et est-ce que c'est réaliste. Et qui te dit un peu de faire stop de temps en temps pour prendre du recul. Et c'est réaliste, ça veut dire ok, ben si tu vois que ce qui est bien avec le papier, c'est que quand ton planeur est plein, tu dis oh ok, je peux pas rajouter. Alors que sur le digital, tu peux toujours rajouter, tu vois, une to-do qui s'arrête pas. Là, le papier dit bah attention, il y a plus de place, donc arrête. Et c'est un garde-fou. Et en même temps, à l'intérieur, vous avez la méthode, ce qui fait que ça vous donne un système pour que ça fonctionne. Ça, c'est important de le dire. Après, il y a plein de gens qui te disent mais moi je suis pas trop papier ou je suis très digital. Moi je suis les deux. En vrai, j'adore le papier, il y a trop de vertus sur l'écriture, l'organisation papier, c'est pas l'organisation digitale, mais j'ai les deux. Tu vois, pour My Blueprint, je travaille avec des outils de gestion de projet en ligne, mais ma vie, elle est dans mon planeur aussi. Bon, demain je perds mon planeur, c'est cata. Mais c'est aussi, tu vois, je trouve que c'est comme un symbole, finalement. Le fait que ça soit, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, moi je suis très attachée aux objets, que ça soit un bel objet, on a essayé de faire en sorte que ça soit un bel objet, que t'es avec toi, en fait ça te réancre, c'est vraiment ça. Parce que mine de rien, c'est digital, tu fermes ton onglet, tu l'as pas. Là, ton planeur, en fait, s'il est sur ton bureau, bah en fait tu l'as tous les jours, ça devient un rituel. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut en faire un rituel. C'est un rituel et c'est un lien physique, et c'est important de toucher les choses parce qu'on est trop dématérialisé dans tout, donc c'est sûr. Et puis c'est aussi une preuve du temps qui passe et c'est un héritage que tu laisses. Parce que moi, j'ai gardé tous mes planeurs depuis que j'ai créé le premier. Ça fait depuis 2015 que j'utilise des planeurs. Et tu sais, il y en a que j'ai récupérés pour relire des petites choses. Et en fait, je me rappelle où j'en étais, où j'en suis aujourd'hui. Et ça, malheureusement, avec du digital, tu le fais pas. Donc, il y a trop de vertus, même dans la partie héritage, ce que tu peux léguer, tu vois. C'est important de l'avoir. Et puis, dernière chose, et pas des moindres, quand c'est un joli objet, eh ben, c'est toujours agréable parce que le planeur devient comme un objet du quotidien, un compagnon, comme tu as ton porte-monnaie, ta montre, tu as ton planeur. Et au plus il est joli, au mieux c'est aussi. Avec une certaine fierté, tu vois, c'est ça. Je trouve. Et pour terminer aussi sur ce sujet, moi je trouve j'ai pas mal de personnes autour de moi qui me disent, moi j'ai pas besoin d'un planeur. Tout le monde n'a pas besoin d'un planeur, mais je pense qu'ils se disent, le planeur c'est fait pour des personnes qui sont très mal organisées, ou des personnes qui vraiment ont un problème, ou des personnes, tu vois, qui ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. Qui ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. Enfin, je sais pas, il y a plein de raisons, en fait, de pas avoir un planeur, mais j'ai envie de dire, il y a aussi tellement de raisons d'en avoir un. C'est ça. Parce qu'en fait, en fait, ça te force à prendre un moment pour toi. Oui. Ça te force à prendre un moment pour te remettre face à la réalité du temps qui passe et de ce que tu mets dedans déjà. Et moi, j'ai un super exemple, je vais te dire, c'est ma mère. Ma mère est à la retraite. On a perdu mon papa il y a quelques années, donc tu vois, il y a eu pas mal de choses qui se sont accumulées. Et ma mère me disait toujours, je fais quoi avec ton planeur ?
En gros, genre ton père est plus là, je suis à la retraite, j'ai rien à y mettre dedans. Et on en parlait la semaine dernière, elle me dit Flo, mon planeur déborde, il est plein à craquer. Et on rigolait et elle me dit mais je me rendais pas compte que j'avais tout ça à faire. Et en fait elle me dit je mets tout dedans, je mets tellement tout que... Et je lui disais tu vois, tu disais toujours qu'il y avait rien dans ta vie. Et tu vois ça, la pensée de il y a rien dans ma vie. Oui, ça arrive aussi. Ça arrive. Et en fait elle me dit mais en fait oui, plein de choses. Et du coup j'aimais bien ça parce que je me suis dit ça, maman je vais te prendre comme exemple parce que c'est un super exemple, tu vois. Et en fait oui, c'est des gens qui font beaucoup de choses, qui sont super occupés ou qui n'y arrivent pas. Mais en fait, la vie, rien que le fait que tu vives, fait que tu dois avoir un planeur. Bah, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a personne qui n'est pas concerné, en fait. C'est ça. Parce que tu sois étudiant, tu as des choses à faire. Que quand tu travailles, tu as des choses à faire. Quand tu as des enfants, quand tu es à la retraite, tu as tout le temps. Donc, tu es candidat pour un planeur à partir du moment où tu as une vie. Ouais. Et comme on en a tous une, bon, ben, à l'école, on avait des cahiers de texte quand même, hein. Ouais. Des agendas. Des agendas. Floris, c'était génial. Je te remercie 1000 fois. Donc, on sait où te suivre. Et donc, au moment où on se parle, le planeur qu'on a co-créé ensemble, dont on est toutes les deux, je crois, très fiers, parce qu'il est beau, parce qu'en fait, il est qualitatif, parce qu'il y a plein de contenu et parce qu'il permet vraiment, je trouve, de reprendre ce contrôle, est en prévente, à un tarif préférentiel, du coup, pendant la période de prévente, qui nous permet aussi, nous, de nous organiser et du coup, de le produire, en quantité voulue. C'est ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, je crois. Bon, et je précise quand même un truc aussi qui nous a rejoint toutes les deux, c'est qu'il est made in France. Oui. Et que c'est quelque chose qui est important pour nous deux. Donc on a aussi... les grands esprits se sont rencontrés. C'est ça, dans les valeurs. Dans les valeurs, exactement. Merci 1000 fois, Florie. Merci à toi, Pauline. À bientôt. À bientôt.